Merci de nous retrouver sur M-Provence. Nous sommes à l'ordre des experts comptables dans la Tour Méditerranée à Marseille pour un débat original puisque nous allons poser à des représentants des principales forces politiques en présence pour les élections législatives des 11 et 18 juin. Nous allons aborder des questions qui sont les questions que se posent les chefs d'entreprise de notre région et des questions qui vont bien entendu donc être introduites par le président de l'Ordre des experts comptables, Lionel Canesi, qui nous accueille. Bonjour Monsieur le Président. Bonjour. Et ce débat, nous allons l'animer avec Michel Coirtou, qui est le président du Club de la Presse. Bonjour Yves. En présence donc des personnalités politiques suivantes, Monsieur Franck Alizio, qui représente le Front National et qui est lui-même candidat dans la première circonscription de Marseille. Madame Isabelle Pasquier, qui représente le Front de gauche et qui est candidate, elle, dans la cinquième circonscription de Marseille. Et je rappellerai, Madame, que vous avez été sénatrice donc, pour le Parti communiste à Marseille il y a quelques années. Nous avons également avec nous Madame Annie Lévy-Mosiconassi, qui, elle, représente le Parti socialiste et qui est candidate dans la deuxième circonscription de Marseille, la circonscription dont le député actuel est avec nous, Monsieur Dominique Tian, qui lui représentera dans cette circonscription les Républicains. Et puis nous avons invité, évidemment, c'était tout à fait logique, La République En Marche, mais vous voyez qu'il y a un siège vide pour le moment, car après plusieurs changements de personnes, pour le moment, nous n'avons pas eu donc de représentants de ce parti, ou de cette force politique en tout cas. Donc peut-être que la personne arrivera d'ici la fin de cette réunion. C'est les aléas, comme l'on dit, un peu du direct, mais nous avions donc tenu à avoir un représentant de chacune de ces 5 représentations politiques. À noter bien sûr que ce n'est pas nous qui avons choisi les candidats, mais qu'on s'est adressé aux partis qui ont donc désigné leurs représentants. Alors, Lionel Canesi, vous voulez interpeller ces représentants politiques, donc des personnes qui vont peut-être dans quelques jours être à l'Assemblée, et qui vont devoir se pencher sur des questions qui intéressent non seulement les entreprises, mais on va dire plutôt même les petites entreprises, celles qui sont en effet les entreprises qui représentent et qui sont le tissu de notre région, donc principalement des petites et moyennes entreprises, voire des très petites entreprises. On sait que c'est 95 à 96% du tissu local. Ces 5 questions, on va les aborder rapidement ensemble, et puis ensuite on ouvrira le débat politique. La première, c'est la question fiscale. Avec le prélèvement à la source, vous avez des inquiétudes, vous n'êtes pas le seul parce qu'apparemment ça crée déjà le débat au sein même du gouvernement sur la nécessité de mettre en place ce prélèvement à la source. Quelles sont vos attentes et vos interrogations sur cette question? Alors d'abord pour introduire, donc les experts comptables, nous sommes des chefs d'entreprise au service des chefs d'entreprise et nous avons la volonté de nous immiscer dans ce débat politique pour ce qui concerne les entreprises que nous connaissons le mieux, c'est-à-dire les TPE-PME, les 1 500 000 très petites entreprises de notre pays, qui pour nous sont le vivier d'emploi et le vivier de croissance de notre pays. Donc souvent, c'est le parent pauvre des politiques économiques de notre pays. On entend souvent parler du CAC 40 et rarement des très petites entreprises. Donc voilà pourquoi nous voulons aussi parler de 5 sujets à ce niveau-là. Alors, pour le prélèvement à la source, nous avons une inquiétude aujourd'hui, c'est que nous sommes en 2017, théoriquement dans la fameuse année blanche, de mise en place du prélèvement à la source, et on ne sait toujours pas, aujourd'hui, si le prélèvement à la source va être mis en place. Nous avons des informations contradictoires. Par exemple, on entend que le Conseil constitutionnel déclarerait inconstitutionnelle la modification du prélèvement à la source, puisqu'une loi a été votée, que les décrets d'application sont en place, et que des contribuables ont pris des options fiscales en 2017 en fonction d'une loi en vigueur. On entend d'un autre côté le nouveau ministre du Budget déclarer que le prélèvement à la source ne sera pas en vigueur s'il est trop complexe à mettre en œuvre. Donc, quelles seront les règles fiscales pour 2017 ? C'est ça qui crée pour nous le brouillard fiscal de cette année. Les chefs d'entreprise ont besoin de savoir quelle fiscalité va être en 2017. Voilà la principale inquiétude sur le prélèvement à la source. Alors, deuxième inquiétude sur le RSI, le régime social des indépendants, où là, je vais un peu vous provoquer, on ne sait pas très bien ce que vous souhaitez, parce que vous avez dit qu'il fallait que ce soit supprimé, mais en même temps, vous ne voulez pas que ça soit supprimé trop vite. Alors, expliquez-nous un petit peu. Alors, il y a 2 choses sur le RSI. On a la problématique du régime social des indépendants. Là, les indépendants ne veulent pas changer leur régime social. En termes de coût de couverture sociale et la couverture qu'ils ont en contrepartie, on ne veut pas changer ce système. Ce qu'on veut changer, c'est le système administratif qui aujourd'hui ne fonctionne pas.
qui vient d'une fusion il y a quelques années de l'ARAM, de l'URSSAF sur des informatiques qui n'étaient pas compatibles, qui ont créé de graves problèmes. Ce qu'on ne veut pas, par contre, c'est ce qu'on entend, c'est la fusion du régime général avec le régime des indépendants, qui là va avoir un surcoût très fort pour les indépendants, sans couverture supplémentaire. Donc c'est là notre inquiétude. Troisième question, le CICE, donc le crédit d'impôt pour la compétitivité des entreprises. Alors c'est vrai que ça a beaucoup été dit, c'est un dispositif qui aujourd'hui est plutôt favorable pour la grande entreprise. Exactement. Ça concerne les salariés jusqu'à 2,5 fois le SMIC. Aujourd'hui, votre proposition, c'est de transformer ça en baisse générale des charges ? Alors, c'est un peu plus compliqué que ça. Disons que nous avons 3 points qui nous interpellent sur le CICE. Le problème, vous l'avez dit, dans une très petite entreprise, l'impact du CICE est très faible. Donc, pourquoi ne pas avoir un mécanisme de crédit d'impôt qui soit plus élevé pour les petites entreprises que pour les grosses entreprises ? N'oublions pas que les petites entreprises, c'est notre vivier d'emploi local, c'est de l'emploi non délocalisable. Donc, c'est très important de plutôt les favoriser plutôt que les grosses entreprises qui peuvent appuyer sur un bouton, délocaliser. Voilà, ça c'est important. Deuxième point, entre le transfert sur une baisse de charges sociales ou le crédit d'impôt actuel, il faut faire très attention à un point, c'est qu'aujourd'hui on a 7% de CICE, c'est du net, c'est-à-dire que c'est un crédit d'impôt. Si demain on fait 7% de baisse de charges, ça revient à faire une augmentation d'impôt. Donc c'est une augmentation d'impôt déguisée. Donc faisons aussi très attention à ce mécanisme. Puis le troisième point, c'est qu'aujourd'hui, vous l'avez dit, c'est plafonné à 2,5 fois le SMIC. Donc ça fait à peu près 3 500 €. Quelqu'un qui gagne 3 500, 1 €, il n'y aura plus de CICE. Mais même pas sur la partie jusqu'à 3005, c'est-à-dire plus du tout. Donc on est souvent dans des mécanismes dans notre pays où on tire les gens vers le bas, on les bloque. Donc pourquoi ne pas envisager que jusqu'à 3005 on ait le CICE, quelqu'un qui gagne plus, il n'aura pas le CICE sur la partie au-dessus, mais on conserve sur la partie en dessous. Donc essayons de tirer tout le monde vers le haut. Alors on va parler de la simplification administrative et garder la réforme du Code du travail pour la fin. Simplification administrative, c'est un peu compliqué parce que tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui? Est-ce que ça veut dire aussi que le numérique, dont vous êtes un peu un des héros, HERAU et TS, voilà, on va y arriver, parce que vous êtes le chantre de ça. Vous dites, vous les experts comptables, il faut qu'on passe à la numérisation, parce que c'est ça qui va vraiment simplifier la vie des entreprises. Il faut qu'on simplifie la vie des entreprises. Aujourd'hui, la priorité d'un chef d'entreprise, ça doit être d'aller chercher des marchés, de conquérir des marchés. C'est pas de remplir des formulaires avec des lois souvent contradictoires. Donc on a besoin de ça. Et les experts comptables, on est prêts à s'investir dans la simplification administrative. S'il y a une vraie volonté politique d'aboutir et simplifier pour les entreprises et pas simplifier pour les administrations au détriment des entreprises. Enfin, le gros point important, et c'est sans doute celui qui va beaucoup animer le débat, c'est la réforme du Code du travail. D'abord parce que le président de la République a dit que ça serait sa priorité. Ensuite, parce que dans le mode de fonctionnement, puisque là on est face à des gens qui représentent le Parlement, on a beaucoup parlé de ces ordonnances par lesquelles donc, le gouvernement veut agir. Et puis il y a beaucoup de points sur le Code du travail. Il y a aussi une notion de simplification ou d'allègement. Et puis des points très précis, comme par exemple la question prud'homale, qui aujourd'hui est vraiment très, très médiatisée. Quelles sont vos propositions sur ce point-là ? Disons que je pense qu'il faut qu'on soit très pragmatique sur ces sujets. Aujourd'hui, la vraie question, c'est que les chômeurs retrouvent du travail. C'est ça la seule question. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a 1 500 000 TPE-PME. Si les 1 500 000 TPE-PME embauchent chacun une personne, on voit ce que ça peut donner en termes de baisse de chômage. Quel est le frein aujourd'hui? Ce n'est pas principalement les charges sociales. Aujourd'hui, c'est la crainte de ne pas pouvoir se séparer de quelqu'un lorsqu'on n'a plus de marché. Dans une TPE-PME, quand on a 1, 2, 3 salariés, la vraie complexité, elle est là. Et souvent avec un coût qui est exorbitant pour une TPE-PME. Quand on parle de 10 000 €, 15 000 € de frais de licenciement, plus la crainte des prud'hommes, etc., c'est très, très compliqué pour eux. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Ces entreprises n'embauchent pas. Elles préfèrent perdre des marchés plutôt que d'embaucher et de se dire demain j'ai plus de marché, je ne vais pas pouvoir me séparer de quelqu'un. Donc il faut qu'on arrive à inventer un système où à la fois les TPE-PME auront de la flexibilité, mais aussi dans le système où les salariés seront protégés. C'est ça qui est important. C'est là où je pense qu'on a une vraie révolution à faire culturelle dans notre pays, c'est de se dire que le travail, c'est aussi une façon de rentrer dans la société, une façon de vivre, et c'est pas le chômage qui doit être ce système-là. Et on ne peut pas gérer une TPE-PME comme une grande entreprise. Donc là aussi, on aimerait qu'on ait des lois qui ne soient pas les mêmes quand on a un salarié ou quand on en a 10 000, qu'on soit très pragmatique au niveau des entreprises, et puis aussi qu'on ait un vrai plan de formation, parce qu'aujourd'hui, je le vois par exemple dans la branche des experts comptables, on a du mal à embaucher, on cherche du monde, on a du mal à embaucher parce que les gens ne sont pas formés, ne sont pas en adéquation avec le marché actuel. Donc je pense qu'il faut aussi qu'on puisse interroger les syndicats d'entreprise, leur demander quels vont être les besoins pour les 10 ou 20 années à venir et qu'on forme ces gens-là. Ce qui est important, c'est d'avoir des gens formés pour le travail
qu'il va y avoir dans nos entreprises. Merci Président Canesi. Eh bien, écoutez, maintenant donc les termes du débat sont posés, donc je vais laisser aussi la parole à Michel Coirtou, parce qu'on va revenir avec donc les représentants des forces politiques ici sur ce plateau, sur ces différents points. Et Michel, on va donc attaquer par la fiscalité. Alors voilà, on va tout de suite placer peut-être un certain nombre de règles. Très simple, on n'est pas ici soumis comme les chaînes traditionnelles avec le RSA qui surveille et savoir si... Le CSA. Le CSA. Si à la seconde vous allez tous parler, mais on va essayer d'avoir quand même des interventions à peu près égales, assez courtes pour qu'on puisse aborder tous les sujets et on ne s'interdit pas non plus qu'il y ait des échanges entre vous, bien sûr. C'est pas chacun son tour. Bon, on va commencer par faire un petit tour de table. Alors, le prélèvement à la source, effectivement, c'est quelque chose qui peut être considéré pour le citoyen lambda comme un plus, mais qui, du point de vue des entreprises, vous le disiez Lionel Canesi, peut poser des problèmes administratifs. Donc, comment chacun d'entre vous vous positionnez je vais prendre Madame Annie Lévy, qui est à la droite du président Canesi. Comment vous positionnez-vous par rapport à cette problématique-là? Tout d'abord, bonjour à tous. Merci de cette invitation qui me permet de donner des positions qui sont bien sûr les miennes avant d'être celles de mon parti qui m'a investi, en sachant que vous savez que le Parti socialiste, comme beaucoup de partis aujourd'hui traditionnels, sont un petit peu en grande mouvance et donc je fais partie, moi, de ces socialistes réformistes et donc c'est pour cette raison que j'ai répondu de façon tout à fait favorable à votre invitation puisque ce sont des questions qui m'animent et le quinquennat précédent a déjà donné, je pense, un élan dans ce sens. C'était un engagement de Totalement, François Hollande de 2013, dire grande réforme fiscale. Et donc ma candidature pour ces législatives s'inscrit totalement dans cette volonté, cette nouvelle vision de la France et surtout du monde du travail. Donc pour vous, c'est pas à remettre en cause. Concernant les propos du président de l'Ordre des experts comptables, je crois avoir compris que c'était la forme plutôt que le fond qui posait un problème. Et je peux comprendre que pour un nouveau dispositif, la forme peut en effet poser question. Mais sur le fond, il me semble néanmoins qu'on sera tous d'accord pour dire que ça sera une simplification dans laquelle aujourd'hui tout le monde s'inscrit, à mon sens, pour que justement on ait moins de lourdeur administrative autour de ce qui doit rester l'énergie autour de l'emploi. Donc la forme, oui, j'entends. Il va falloir répondre rapidement à ces questions. Est-ce qu'on le fait dès la rentrée pour la prochaine, pour la prochaine année? Est-ce qu'il faudra un peu plus de temps? Je pense que c'est une question de forme, le fond étant tout à fait en adéquation avec la demande des Merci. Ok, vous passez le micro à votre voisin, Dominique Tian, donc pour les Républicains. Sur le prélèvement à la source, on est contre. Chez les Républicains, on est contre, et Gilles Carrez, président de la Commission des Finances, l'a expliqué depuis longtemps. D'abord, c'est une charge administrative de plus pour les entreprises. Bon, les entreprises ne sont pas là pour faire le boulot de l'État, c'est parce que c'est des sujets compliqués. Je veux dire, prélever l'impôt du citoyen et du salarié n'est pas quelque chose de simple et ce n'est pas aux entreprises de le faire. Bon, et deuxièmement, l'état d'impréparation, même l'obstination du secrétaire d'État au budget actuellement, nous ont inquiétés tout simplement parce qu'on devine qu'une catastrophe va exister. On n'est pas les seuls à dire, puisque même le syndicat CGT des impôts dit qu'on va à une catastrophe et que vous allez avoir certainement une situation de blocage qui fait qu'on ne prend pas sur une mesure aussi importante que ça des décisions sans en référer. Je remarque d'ailleurs que le président de la République, a priori, va remettre à plus tard cette réforme, ce qui en plus d'ailleurs est plutôt une bonne chose, mais qui prouve que la préparation est totale. Donc nous sommes contre le prélèvement à la source et nous n'arrêtons pas de le dire parce que nous le craignons. Elle n'est pas applicable en l'occurrence. Tout à l'heure, vous avez indiqué les problèmes constitutionnels, juridiques, fiscaux qui se posent et le problème de l'organisation nouvelle imposée aux entreprises. Donc c'est non. Bon, il est dommage que la représentante de la République en marche soit pas là pour nous confirmer éventuellement que elle est très virtuelle. Oui, Isabelle Pasquier, de votre point de vue, cette réforme, vous allez récupérer un micro. Merci. Je pense que cette réforme qui concerne le prélèvement à la source, on le situe souvent dans le cadre d'une grande réforme de la fiscalité. Je pense qu'au contraire, cette réforme de la fiscalité n'a pas eu lieu. Et effectivement, nous ne sommes pas prêts à mettre en œuvre le prélèvement à la source
tel qu'il a été proposé par le gouvernement précédent. Pour notre part, nous y sommes opposés s'il n'y a pas une réflexion beaucoup plus en profondeur qui rétablisse une certaine justice et qui réduise les inégalités entre les entreprises et entre nos concitoyens. Donc vous êtes pour une réforme beaucoup plus large, beaucoup plus globale, beaucoup plus... oui, exactement. Franck Alizio. Alors, tout d'abord, nous partageons tout simplement vos inquiétudes par rapport à cette question du prélèvement à la source. Je les partage en tant que candidat et ma famille politique les partage. En premier lieu pour les entreprises, c'est vrai, puisque au final, c'est quand même un énième choc de complexification, le prélèvement à la source. Ça donne une charge aux entreprises, ça délègue ce que doit faire l'État aux entreprises, mais sans rien en retour et sans rien en échange. C'est le retour aux fermiers généraux, au système des fermiers généraux de l'ancien régime, sauf que les fermiers généraux étaient grassement payés. Là, les entreprises, ce sera tout pour leurs pommes. Donc, le premier problème, c'est pour les entreprises, ça leur complique la vie. Le second problème, ce sont pour les salariés, pour les contribuables, parce que y a un problème d'atteinte à la vie privée, il y a un problème de confidentialité. Et le troisième souci, et lorsqu'on veut stabiliser ou baisser les prélèvements obligatoires, il ne faut jamais l'oublier, c'est que le prélèvement à la source, ça rend indolore le prélèvement. Donc ce sera beaucoup plus facile d'augmenter les impôts lorsqu'il y aura un prélèvement à la source. Pour toutes ces raisons, je suis et nous sommes contre. Vous gardez le micro, on va passer au sujet suivant, puis on fera le tour de table à l'envers. Le régime social des indépendants, donc on a dit on le supprime pas, on le garde à moitié. Vous vous positionnez comment sur cette question-là ? Alors, je crois que nous sommes tous à peu près d'accord pour dire que le RSI est une catastrophe, et ce depuis 10 ans, que ça a tué plus d'indépendants et de plus d'entrepreneurs que la crise et le chômage et tout ce que vous voulez confondu. Donc, il est évident qu'il faut revenir dessus. Lorsque le RSI d'ailleurs a été débattu à l'Assemblée nationale, Gilbert Collard, notre député, avait fait un amendement qui prévoyait en dérogation du Code de la Sécurité sociale le fait en gros de suspendre qu'un recours d'un indépendant, de la personne en cause, qu'un recours suspende toute procédure de recouvrement, de sanctions, de pénalités pendant toute la procédure, ce qui évite que l'indépendant, lorsqu'il a déposé son bilan, lorsque tout est fini, lorsqu'à cause du RSI, il a fermé la porte de son entreprise, se retrouve tout compte fait avoir eu raison, mais c'est trop tard puisqu'il. Mais sur le fond, alors il y a deux possibilités. J'ai noté parce que le Front National dans son programme, et c'est 144 mesures, réfléchissait puisque c'était pas tranché, et l'une des idées c'était en effet de proposer aux indépendants d'intégrer le régime général, mais j'entends vos craintes là-dessus et je les comprends. Il y a une autre solution, c'est l'autodéclaration. C'est-à-dire être à peu près sur le même système que la TVA, c'est-à-dire au fur et à mesure de l'année, et puis à la fin de l'année, il y a une forme de rééquilibrage en fonction si vous avez eu trop perçu. Si un peu comme sur l'impôt sur les sociétés. Voilà, c'est à peu près nos propositions. C'est évidemment à débattre avec les personnes concernées. Ce qui est sûr, c'est que le RSI tel qu'il existe doit cesser. D'accord. Madame Pasquier. C'est vrai que le RSI, ça fait plusieurs années qu'il est en difficulté, en très grande difficulté. C'est un débat que j'ai eu l'occasion d'avoir quand j'étais au Sénat au sein de la Commission des affaires sociales. Je pense que les réformes qui ont eu lieu ces derniers temps, les dernières qui sont intervenues sur le RSI, n'a pas permis justement que le RSI puisse se redresser. Et
Alors, j'ai bien entendu que l'idée de la fusion, du rapprochement du régime général ne faisait pas partie de vos choix. Ceci étant, c'est ce qui permettrait, en tout cas, qu'il y ait une meilleure équité, une meilleure égalité de traitement entre les différents interlocuteurs, entre les différentes personnes concernées. Vous êtes plutôt pour cette fusion avec le régime général? Je suis plutôt favorable parce que je pense que le régime général, c'est le garant de l'égalité de traitement et l'égalité de droit entre les personnes. Je vous taquine un peu, pourquoi ce qui est valable à ce niveau-là n'est pas valable pour les retraites, par exemple? Parce que sur les retraites, on envisage aussi de mettre tout le monde au même niveau et d'en finir avec les régimes spéciaux. Alors, donc là, ce qui serait valable pour la sécurité sociale ne serait pas pour la partie retraite? Alors, il faut bien regarder le RSI effectivement dans son ensemble. Il ne s'agit pas de fondre la totalité du droit et les mettre au même niveau que le régime général. Je pense qu'il y a un certain nombre de spécificités qui sont de nature à favoriser le maintien des TPE et PME. Je crois qu'il faut regarder dans son ensemble. C'est difficile, là, dans un débat tel que celui-là, d'examiner le détail, mais je pense que ça doit pouvoir faire l'objet de rencontres. Ça prend un peu de temps, c'est vrai. Il y a eu des volontés d'essayer d'arranger les choses. Les mesures qui ont été prises, à mon avis, ne sont pas allées suffisamment loin, puisque aujourd'hui encore, on se retrouve face à des difficultés. Moi, je pense qu'il faut regarder et avec, voilà, c'est un point, je dirais, central de ce débat, mais ça n'enlève rien au respect des spécificités. Le président de la République a déjà commencé à rencontrer les forces syndicales, donc je pense qu'il est ouvert au dialogue et il pourra le faire aussi sur le RSI. Vous passez le micro à Annick Lévy. Donc sur cette question, alors, votre position est celle du PS. Sur cette question, simplement, il faut rappeler que c'est une loi qui a été votée sous Nicolas Sarkozy et qui malheureusement n'a pas donné le succès attendu et même a entraîné plusieurs interpellations par les salariés, mais également la Cour des comptes, etc. Donc avec des morts d'hommes, puisqu'il y a eu des décès compte tenu de la complexité de ce mécanisme. Donc aujourd'hui, la proposition que fait Emmanuel Macron me paraît être en effet répondre à la demande qu'ont fait les entreprises et justement les indépendants. Et il faut savoir que certains avaient déjà souhaité, par des modalités que vous expliquerez un peu mieux que moi, déjà contourner le RSI et même certains cotiser au régime général. Donc je pense qu'en effet, c'est juste de Donc mettre... vous seriez plus pour cette solution-là la fusion au régime général? Totalement, dans le sens où ça permet une égalité et ça permet de pallier à des difficultés réelles des entreprises. Lionel Canesi, vous voulez juste réagir à ça? Oui, en fait, on a des chefs d'entreprise qui nous ont demandé de ne pas être au RSI et de basculer sur le régime général parce qu'il n'y a pas d'autre alternative. En fait, aujourd'hui, le problème du RSI, c'est vraiment un problème de recouvrement. C'est pas un problème de couverture sociale, c'est un problème d'administratif et de gestion administrative des dossiers et de recouvrement. C'est pour ça que les experts comptables, voilà, on a proposé, nous, un système depuis quelques années qui était l'autoliquidation, c'est-à-dire à la fin de l'année, on fait le décompte des acomptes versés, de ce combien on aurait dû verser ou combien on va être remboursé et de le faire de suite. Ça suffit à régler le problème du RSI. C'est vraiment un problème de recouvrement. Alors après, il y a aussi un problème de compétence aujourd'hui entre les URSSAF, le RSI, où c'est pas clair, parce qu'il y a des emplois en jeu aussi derrière, on comprend bien le sujet, mais je pense qu'il faut régler ce problème du recouvrement pour nos TPE, PME. Et c'est pas de les fondre dans le régime général qui réglera le problème, malheureusement. Dominique, tiens. Oui. Je peux juste rajouter un mot. Il me semble que la proposition du président Macron, c'est également de garder les exonérations et les réductions concernant ces cotisations pour justement aussi faciliter le passage des indépendants à un système général. Donc vous pensez que la politique d'Emmanuel Macron est une bonne politique? Me paraît être en effet ce qui serait le plus simple à mettre en place aujourd'hui pour une certaine homogénéité. Dominique, tiens. Il faut savoir qu'à l'époque, c'est M. Dutreil, qui est maintenant un conseiller très
proche du président Macron qui avait créé ce RSI. Et au départ, c'était plutôt une bonne idée, à la demande même des professionnels. Bon, c'est la gestion qui a été calamiteuse, ça a été même un accident industriel d'après la Cour des comptes. C'est ce problème de gestion qui nous a occupés, nous, à la Commission des affaires sociales, parce qu'on ne comprenait pas que cette gestion paritaire, c'est pas l'État qui gère, ce sont les syndicats, n'arrive pas à se débrouiller pour notamment ces problèmes de recouvrement qui poussaient les gens au suicide par l'obstination et l'impossibilité de se défendre. Voilà, ce qui est inconsolable dans ce système, c'est qu'on ne pouvait plus se défendre. On se retrouvait avec l'huissier, la justice, la condamnation, sans pouvoir... et alors qu'on était de bonne foi. Donc c'est ça qui était tout à fait dramatique, c'est vraiment un système qui était devenu aveugle. Ce système s'est bien amélioré, s'est bien arrangé. Il y a eu une modification de la loi encore l'année dernière, qui n'est peut-être pas la meilleure des solutions, parce que c'est un mariage entre l'URSSAF notamment et les RSI actuels, avec un système de contrôle régional, enfin tout ça est assez compliqué. Mais globalement, la volonté, c'est d'améliorer ce système. Nous, notre crainte, elle est très simple aux Républicains, c'est de dire attention au régime général, parce que là, c'est pour les artisans, les commerçants, une punition. Voilà, une punition parce qu'ils ne sont pas sûrs d'être mieux gérés qu'avant par les propres, parce qu'ils sont gérés par eux-mêmes actuellement, il faut dire la vérité. Et ensuite, sur le plan fiscal, les choses sont très différentes. Ce régime est plutôt avantageux pour les professionnels qui en ont fait le choix et qui le gèrent eux-mêmes. Donc votre préconisation, c'est d'être très prudent, voilà, parce que le RSI ne peut pas être supprimé comme ça du jour au lendemain et on dit, ça y est, les problèmes sont résolus. Pas du tout. Soyons très prudents, le régime général serait une double punition, je le répète. Moi, je suis pour l'amélioration progressive du RSI qui va déjà de mieux en mieux, semblerait-il, parce qu'il n'y a plus les erreurs par le passé. Donc on est encore sur une histoire d'image. Dire on supprime le RSI, ça paraît être une bonne communication. Alors que pour moi, c'est une stupidité. Il faut améliorer simplement le système qui est, encore une fois, confié aux syndicats. Voilà, attention à ça. Donc faisons les choses dans la discussion et non pas sur du marketing et sur de l'image. Voilà, parce que c'est comme si on disait bon, on supprime je ne sais quoi, parce que non, on va le remplacer par autre chose. Et attention, les professionnels peuvent beaucoup perdre dans cette histoire. Alors vous gardez le micro. Oui, voilà, on va passer au CICE, donc le crédit d'impôt compétitivité des entreprises, où là en fait le débat, sans vouloir être trop technique, c'est un débat entre un système qui présente donc des abaissements finalement correspondant à ce que pourraient être des abaissements de charges, mais qui est un système aussi considéré comme une usine à gaz et qui avait été présenté comme une solution politique pour ne pas dire qu'on baissait les charges des entreprises. Donc est-ce qu'il n'est pas plus simple finalement d'en revenir à une baisse des charges pour éviter le côté usine à gaz qu'on a déjà évoqué tout à l'heure pour le RSI? Écoutez, le CICE, c'est plutôt quelque chose de bien, parce que tu viens de le dire à l'instant, c'est une baisse des charges pour les entreprises. Bon, et je regarde les entreprises que je connais, elles ont toutes bien profité de ce système dans le bon sens. Voilà, elles ont profité de ce système. Seule la conjoncture n'a pas permis d'embaucher plus, bon, et puis les rigidités dont on parlera, mais globalement, tout ce qui concourt à baisser les charges des entreprises françaises, qui ont plus de charges que les autres entreprises dans les pays européens, est quelque chose à examiner avec beaucoup d'attention. Bon, je comprends qu'on peut faire mieux, mais attention, les entreprises sont plutôt satisfaites de CICE. Je pense notamment au MEDEF et à la CGPME, à la CPME qui sont présentes. Bon, attention de ne pas recentraliser, remodifier. Encore une fois, fiscalement, un peu de stabilité, c'est quand même quelque chose de bien. On en a parlé tout à l'heure sur un autre sujet, le prélèvement à la source, mais les entreprises ont besoin de stabilité. Voilà. Et si on veut qu'elles puissent faire des plans sur plusieurs années, il faut savoir aussi comment elles vont être traitées sur un plan fiscal. Donc moi, je serais assez prudent sur ce CICE qui a plutôt bien fonctionné. Et donc, les Républicains est-ce que c'est pas quand même une plutôt... trappe à bas salaire avec le plafonnement à 2,5 SMIC? On dit c'est un effet de seuil qui fait oui, que... mais alors, voilà. Mais par contre, si on ne le limite pas, on va dire à ce moment-là, vous comprenez, même les types qui s'accordent des revenus extraordinaires, des primes, des ceci. Voilà. Donc il faut bien une limite. Donc la loi, ce sont forcément des limites. Donc ce 3,5 ne me paraît pas exagéré, franchement. Et c'est vrai que les petites entreprises en profitent moins que les grosses, incontestablement. Mais on peut avoir des éléments correctifs. Mais attention, ça fonctionne plutôt pas mal. Annick Lévy. Alors sur le CICE, c'est une des premières mesures qu'avait pris le quinquennat et qui avait un petit peu fait grincer, notamment les syndicats de façon générale. Je pense, et je rejoins Dominique Tian sur son analyse, il me semble néanmoins que ça a permis de passer le cap à certaines petites entreprises pour embaucher. Après, la difficulté, bien évidemment, c'est d'arriver à avoir des contrats et de pouvoir avoir de quoi embaucher. Ça, c'est une question qui, à mon avis, sera posée un peu plus tard. La question aujourd'hui qui est posée avec le CICE, une possibilité qui a été proposée aux entreprises, et moi j'en connais, ne serait-ce qu'à Marseille, des restaurateurs, des petites entreprises d'électricité, qui ont dit merci au CICE, parce que sinon on n'aurait pas pu embaucher. Donc la réalité, elle est là, elle parle d'elle-même.
On a plutôt, j'ai repris un petit peu les éléments, on a plutôt permis d'embaucher des employés, des salariés, pas trop des cadres supérieurs, mais peut-être pour des raisons qu'il va falloir regarder. Ce qui est important, c'est de poser la question, mais elles seront abordées, c'est la question du coût du travail en France et comment on peut faire pour justement la diminuer sans perdre les acquis sociaux. Le CICE me paraît être une possibilité qui a été offerte aux entreprises pour permettre en effet de pouvoir passer un certain nombre d'handicaps. Merci. Bon, je vous appelais Annick Lévy, mais c'est Annie Lévy, vous m'en excuserez. Madame Pasquier, vous êtes peut-être moins d'accord avec cette vision tout à fait, sinon idyllique, en tout cas favorable du CICE, parce que vous nous avez dit, pendant le quinquennat précédent, en définitive, la contrepartie n'a pas été faite, il n'y a pas eu les créations d'emplois que ce CICE devait amener. Vous vous êtes battu sur ces points-là. Oui, tout à fait. Je crois que vous avez pointé du doigt effectivement un point qui peut nous séparer, notamment sur la réforme fiscale. Je parle de la réforme fiscale parce qu'on parle là de CICE, mais je crois que je reviens sur ce que je disais tout à l'heure. On a vraiment besoin dans ce pays d'une réforme fiscale de fond, parce que le problème, mais ça a été soulevé aussi, je crois, par mes deux prédécesseurs dans le débat, il y a des inégalités entre les grandes entreprises et les petites entreprises. Donc on voit bien que là aussi, ça n'a pas tout réglé. C'est une trappe à bas salaire, ça a été dit, donc je suis d'accord avec ça. Et le nombre d'emplois créés n'est absolument pas au niveau des espérances, et y compris des besoins, je dirais, des conséquences de la crise économique que l'on a dans ce pays. De Lionel Canesi de dire on garde le bénéfice jusqu'à 3500 et puis au-delà il n'y a plus de bénéfice, mais on garde quand même ce bénéfice-là. Ça pourrait tout contourner ce problème de trappe à bas salaire. Écoutez, moi je serais plutôt favorable à la suppression du CICE. Voilà, et de revoir complètement la fiscalité des entreprises, parce que il y a de fortes inégalités entre les TPE, PME et les grandes entreprises, notamment sur la fiscalité. Les grandes entreprises bénéficient de larges exonérations auxquelles souvent les TPE, PME ne peuvent pas bénéficier. Et je pense que là aussi, il y a un certain nombre de choses à revoir. Supprimer un certain nombre d'exonérations, taxer les revenus financiers qui profitent largement aux grandes entreprises, ce qui permettrait de rétablir un peu plus d'égalité. Et puis aussi, on pourrait envisager très bien de moduler le taux d'imposition en fonction de l'utilisation, on va dire, des bénéfices et des profits, selon ils sont réinvestis pour l'emploi, pour les salaires, pour la formation, etc. Merci. Franck Alizio, prenez le micro. Donc même question sur le CICE. Alors, sur le CICE, en effet, je suis très réservé et critique. Il se trouve qu'au sein du Front National, d'ailleurs, il y a des structures et des collectifs, dont l'un qui s'appelle Audace, et qui est à l'écoute justement des jeunes entrepreneurs, des entreprises. Et il se trouve que le CICE profite en premier lieu et d'abord aux grandes entreprises. Donc, à un moment donné, dans une politique économique, il faut faire des choix. C'est ce que nous défendons d'ailleurs. Je suis conseiller régional et porte-parole du groupe et leader de l'opposition sur les questions économiques à la région. C'est le même pari qu'on a fait, enfin la même position qu'on a à la région. Il faut faire des choix, et le choix, c'est de favoriser par les aides économiques qu'on peut apporter, par la politique économique, la politique fiscale, aider ceux qui créent de l'emploi, et ceux qui ne peuvent, qui ne veulent pas, qui ne doivent ou qui n'ont pas l'occasion de délocaliser. Et ce sont les TPE et les PME. Donc, il faut recentrer l'aide sur les TPE et les PME. Et ce que l'on a investi dans le CICE, eh bien, il vaudrait mieux l'investir sur une baisse de charge des aides. Enfin, après, c'est à réfléchir, mais concentrer sur les TPE et les PME, et également avec avec une contrepartie d'engagement, de respect des questions sur l'emploi, etc. Mais si ça se concentre sur les TPE et les PME, ce sera mécaniquement respecté. Donc voilà ce qu'on propose. En effet, on a également, puisque
après, c'est la question de la fiscalité des entreprises en général. Et en effet, que l'impôt sur les sociétés ait deux véritables taux, un taux pour les petites entreprises et un taux pour les grands groupes, c'est l'une de nos propositions et c'est une bonne proposition. Nous pensons, de même que c'est toujours pareil, les grands groupes ont plus de facilité pour diminuer leur taux d'impôt sur les sociétés, de même que les très gros contribuables ont plus de facilité, de possibilités fiscale, sur l'optimisation fiscale, sur l'impôt sur le revenu, mais il en va de même, les classes moyennes ont moins de possibilités d'optimiser fiscalement et les TPE et les PME ont moins de possibilités d'optimiser fiscalement. C'est pour ça que oui, il faudrait mettre un terme au CICE, mais pour réinvestir cet argent et le rediriger et le concentrer sur les très petites entreprises et les PME. On passe notre quatrième thème avec vous, la réforme du Code du travail. Non, alors d'abord, on va finir par la simplification administrative. On va garder la réforme du Code du travail pour la fin. Parce que simplement, tout ce débat-là nous a montré, et puis peut-être qu'il y a des personnes qui nous regardent et qui nous écoutent et qui ne connaissent pas très bien ces questions-là. Là, on est entre spécialistes, bien sûr. Bon, tout ça nous montre quand même qu'il y a de gros efforts à faire en matière de simplification administrative. Alors, ça a toujours été un vœu pieux de la part de tous les gouvernements, de la part de tous les gouvernants, sans doute aussi de tous les parlementaires. Qu'est-ce qu'on peut faire réellement, puisque tout le monde a l'air de dire qu'une ère un peu différente est en train de s'ouvrir sur le plan politique? Qu'est-ce qu'on peut faire pour en arriver vraiment à une simplification administrative, notamment pour toutes ces PME, TPE qui n'ont pas les moyens de se payer des secrétaires généraux, des DRH. Donc, comment est-ce qu'on peut faire? Quelles sont les propositions du Front National en la matière, Monsieur Alizio? Alors, quelque part, vous avez raison, les différentes questions qu'on a abordées c'est toute la complexité. Toujours, exactement, tournent toujours autour de la simplification administrative. Et ça tombe bien parce que, pour le coup, c'est un des thèmes majeurs de notre politique économique. C'est la concentration de nos efforts sur les TPE et les PME et la simplification administrative. Sachant que c'est lié, lorsqu'on fait la simplification administrative, on aide en priorité les très petites entreprises et les petites entreprises. Oui, mais alors au-delà du vœu pieux, on fait comment? Alors, tout à fait. Alors, concrètement, je vous donne quelques propositions vraiment concrètes. Tout d'abord, on sait que c'est un serpent de mer, mais pour autant, c'est pas parce que c'est un serpent de mer qu'il ne faut pas le proposer et le défendre. C'est le guichet unique sur les TPE. Voilà. Pour permettre de centraliser et de simplifier les démarches sociales, fiscales, administratives pour les très petites entreprises. La deuxième proposition que je peux vous faire, c'est par exemple la fusion des différents organismes de représentation du personnel. Pour toutes les entreprises, on va dire en dessous de 300 salariés, on va dire. Et la troisième proposition à laquelle je suis le plus attaché, parce que même dans mon autre vie, lorsque j'étais président des jeunes actifs de l'UMP, je la défendais déjà, et je regrette qu'à l'époque, on ne l'ait pas appliquée, c'est la généralisation du chèque emploi-service. Et pour le coup, c'est une proposition fondamentale auquel tient également Marine Le Pen. La généralisation du chèque emploi-service aux TPE et aux PME. C'est-à-dire que lorsqu'on a eu le débat sur l'auto-entrepreneur, c'était une solution. Lorsqu'on a le débat sur la simplification administrative, c'est une solution. Il n'y a pas plus simple pour simplifier la vie et quelque part pour alléger, parce que l'impôt paperasse, c'est un impôt. Donc généraliser le chèque emploi-service aux TPE et les PME, c'est l'une de nos principales mesures, mais ça simplifierait tellement les choses qu'elle se suffit quasi à elle-même. Isabelle Pasquier. Je vois Lionel Canesi va réagir, mais tout de suite ou... Allez-y, Monsieur le Président. Il faut réagir à chaud. Oui, le chèque emploi-service, ça peut être une solution à une seule condition. C'est qu'il faut réformer le droit du travail. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit le nombre de conventions collectives, quand on voit les contraintes au niveau du droit du travail, le chèque emploi-service, ça va résoudre la complexité du bulletin de salaire, c'est tout. Par contre, ça ne résoudra pas... Oui, mais non, mais le bulletin de salaire, c'est pas très compliqué. Ça résoudra pas la problématique des relations entre l'employeur et le salarié. On le voit aujourd'hui, par exemple, avec les emplois à domicile. Combien de personnes âgées mettent fin à un contrat qu'ils ont en chèque emploi-service avec par exemple leur femme de ménage ou leur aide à domicile, sans faire de licenciement, sans démission, avec derrière des prud'hommes. Donc le pendant de cette mesure, ça serait une vraie réforme. Et là, est-ce qu'il y aura une volonté politique à ce niveau-là? C'est ça qui est à voir. Ça, on va en parler dans quelques instants. Juste après. Madame Pasquier, donc sur cette simplification administrative. La simplification administrative, moi j'alerte un peu sur le fait que
souvent la simplification s'accompagne de limitations en droit. Et donc, attention, que je comprends qu'on ait très envie de réformer le Code du travail, entre autres, mais il faut savoir, enfin, ce sera partie de la dernière partie du débat, mais attention, moi je crois qu'on a surtout un problème, des services publics qui sont de plus en plus mis en difficulté, je veux dire, pour répondre aux besoins de nos concitoyens, mais aussi du coup aux besoins des TPE et des PME. Donc je dis pas qu'il y a un certain nombre de simplifications à faire, mais de ce que j'ai entendu là jusqu'à maintenant, je dis attention, simplification peut amener d'autres problématiques par ailleurs. Voilà, donc je crois que la suite du débat va simplifier, oui, le mais démontrer. Mais garder quand même une notion d'équité, c'est ça que vous dites. Ne pas tout à fait. Je pense que la complexité des démarches administratives auxquelles sont confrontés les TPE et PME vient principalement du fait d'un manque criant de services publics qui puissent, alors je ne dis pas qu'ils puissent répondre, mais je pense que comme il y a eu suppression de services publics, il y a un report et une complexification, je crois que c'est comme ça qu'on dit, hein, des démarches auxquelles sont confrontées les entreprises. Et donc moi je reviens sur la question de la réforme fiscale qui justement doit pouvoir permettre de dégager un certain nombre de moyens qui bénéficieraient à ces services publics. Bon, Dominique Tian, vous ne pensez pas que la complexité administrative, ça va se résoudre par... on donnera la parole à Annie Lévy juste après. Hein. Non, c'est parce que peut-être que le pendant quand même de cette demande de plus de fonctionnaires pour résoudre la complexité administrative, je ne pense pas que ce soit trop dans vos vues. Non, mais tout à fait. D'ailleurs, ce n'est pas que des fonctionnaires. L'URSSAF, c'est pas des fonctionnaires, etc. Non, simplement attention. Sur la simplification administrative, c'est plutôt la simplification des services administratifs, si vous permettez. Parce que globalement, tous les chefs d'entreprise, artisans, ils connaissent la musique, ils savent comment créer une entreprise, ils savent régler la TVA et les impôts. Le problème, c'est l'absence d'interlocuteurs. Et je crois que dans le programme d'Emmanuel Macron, il y a quelque chose qui me plaisait bien, c'est le droit à l'erreur des entreprises. Souvent, elles sont sanctionnées parce qu'elles sont à tort mal appliquées une règle, mais elles ne savaient même pas que cette règle était applicable. Et d'ailleurs, je remarquais que l'URSSAF rembourse parfois des entreprises qui ont trop versé et en contrôle d'autres qui n'ont pas assez versé. Et donc globalement, c'est la possibilité pour un chef d'entreprise de savoir où il en est. Et je trouve que c'est très intéressant, les impôts le font un peu de temps en temps aussi, c'est de dire est-ce que je suis dans l'erreur ou est-ce que j'ai vraiment... Et la simplification, elle n'est pas administrative, elle est légale. Voilà, la loi est beaucoup trop compliquée, le règlement fiscal est trop compliqué, l'ensemble des règles sont trop compliquées. Donc je dis simplement, donnons un petit peu de la possibilité aux entreprises de corriger quand il y a des erreurs. Après, sur la simplification, je partage un peu l'avis de notre collègue Mme Pasquier. Attention, il faut aussi qu'il y ait des règles. Voilà, parce qu'après, on parle souvent, par exemple, du problème de la sous-traitance. Mais c'est l'absence de règles qui fait qu'il y a une sous-traitance assez inacceptable, comme il y a beaucoup de règles qui ne sont pas appliquées en France et qui sont parce qu'elles sont des dérives des règles européennes qui elles-mêmes ne sont pas appliquées et qui mettent les entreprises françaises dans des conditions difficiles de non-concurrence ou de mauvaise concurrence. Donc, je pense qu'il faut au contraire mieux codifier les choses dans un certain nombre de cas et dans d'autres cas estimer que l'erreur est possible et qu'elle ne doit pas être sanctionnée toujours. Donc je crois qu'il faut plus de souplesse. Il faut que l'ensemble des administrations aient des interlocuteurs dédiés aux entreprises, aux artisans qui puissent leur répondre assez facilement en disant est-ce que je suis dans l'erreur ou est-ce que j'ai mal appliqué une règle, etc. Bon, et la réforme du Code du travail doit y participer aussi bien sûr parce que beaucoup d'erreurs sont faites notamment du fait que la complexité de la loi fait qu'on ne sait jamais quand on est chef d'entreprise ou artisan si on a raison ou on a tort. Mais en matière administrative et fiscale notamment, il faut des entreprises qui aient à leur disposition des administrations qui répondent mieux à leurs interrogations. Alors, beaucoup plus que de la simplification, vous voudriez plutôt du dialogue à ce moment-là, plutôt un échange. Oui, on a conduit des travaux à l'Assemblée nationale pour comparer avec les autres pays européens comment ça fonctionne. Et globalement, je pense que les administrations dans d'autres pays européens sont quand même beaucoup plus... sont pas dans la sanction, elles sont dans l'accompagnement et la sanction quand c'est nécessaire parce que l'administration française, parfois, est beaucoup trop laxiste. Je pense sur la sous-traitance. Évidemment, il y a des cas qui sont signalés où on voit très bien que les règles ne sont pas respectées. Là, il n'y a pas de sanction. Donc, il y a un sentiment d'injustice par rapport à celui qui, lui,
pense bien respecter les règles, mais qui est sanctionné parce que c'est la complexité qui a fait qu'il était dans l'erreur. Voilà. Donc je pense que ce dialogue est très très nécessaire parce que ça vient de là. Voilà. Et en plus, il y a les règles françaises, il y a les règles européennes, qui font que les règles de l'OIT, tout ça fait qu'un chef d'entreprise, surtout des petites et moyennes entreprises, surtout dans des situations invraisemblables, parce qu'il a une règle qu'il ne savait pas, et donc on lui reproche en disant vous avez fait ça alors qu'il faut payer, mais attendez, je ne savais pas, et souvent c'est de bonne foi. Alors Annie Lévy, il y a même eu un secrétariat d'État à la simplification administrative, on n'en gardera peut-être pas un souvenir absolument impérissable. Néanmoins, c'est un point important qui a été pris en compte, en effet, comme vous l'avez souligné, avec Jean-Vincent Placé, je me souviens, et M. Sirug, qui ont porté plusieurs propositions et même propositions qui ont été suivies de fait, même si on peut penser que c'était encore trop fragile. Néanmoins, il y a eu au moins plus de 40 propositions qui ont été abordées, prononcées et mises en place et qui ont été quand même à l'origine d'une économie de 5 milliards d'euros par an en simplifiant tous les procédés et processus administratifs. Moi, ce que je voulais aussi aborder, c'est la question des simplifications administratives pour ces TPE qui sont en demande aussi d'exporter leur production et leur savoir. Et je pense que ça, concernant nos territoires, notamment métropolitains, en tant que conseillère métropolitaine, j'ai déjà vraiment ce sens aigu de savoir comment nos territoires qui sont ouverts sur la mer et pas uniquement sur la Méditerranée. Et la Méditerranée n'est pas uniquement le Maghreb, il y a aussi l'Italie, l'Espagne, mais c'est aussi l'ensemble des territoires internationaux de San Diego à Shanghai. Comment, en aidant, et l'effort est fait pour nos territoires d'aider nos TPE et PME, comment peut-on les aider à exporter leur savoir et aller rechercher des contrats? Parce que, en tant que socialiste, j'ai bien compris, et même si je travaille dans une fonction publique, que c'est les contrats qui permettent d'embaucher. Et donc c'est là la simplification administrative qu'il va falloir accrocher au wagon de ces efforts, parce qu'aujourd'hui, nos TPE ne doivent pas être oubliées dans les valises des entreprises du CAC 40. Et les banques doivent aider les TPE à pouvoir exporter leur savoir et récupérer des contrats à San Diego ou à Shanghai. Parfait, alors on va en arriver maintenant à notre sujet, on va dire, sans doute le plus sensible, parce que jusqu'à maintenant ce débat a été très feutré, très sympathique. Peut-être certains qui le regardent vont dire c'est un peu ennuyeux, c'est un peu un débat de professionnels. Bon, là on va peut-être être un peu plus dans la confrontation quand même, parce que la première question que je voudrais vous poser avec une réponse rapide de chacun d'entre vous, est-ce que vraiment le Code du travail aujourd'hui est le responsable de tous les maux en France? On parle tout le temps de son épaisseur, on dit qu'il est beaucoup plus développé que dans d'autres pays. Est-ce que vraiment, pour vous, en une phrase, l'allègement du Code du travail, c'est la solution au problème de l'emploi? Alors j'espère que j'aurai à nouveau le micro. Oui, ça c'est une première intervention. Pour rappeler que là, en effet, on est devant une réalité. C'est plus un idéal, c'est une réalité. La France, avec le contrat social, Rousseau était basé sur la loi du travail. Les anglo-saxons avaient proposé des contrats. Donc on est là à régler des contraintes et d'avoir une cohérence pour associer les contraintes. C'est un peu le combat, le défi du président Emmanuel Macron et que je soutiens dans ce combat qui me paraît être important. Donc aujourd'hui, oui, est-ce que la loi travail est le seul à être responsable des maux? Je ne crois pas particulièrement. Je pense qu'il va falloir aussi accompagner les entreprises au niveau des territoires, les élus que nous sommes et que nous serons, doivent accompagner aussi pour que les TPE puissent aussi pouvoir avoir ces contrats en leur permettant aussi des territoires adaptés à faire venir des salariés des entreprises. Voilà la réponse que je voulais apporter. Dominique Tian, le Code du travail, oui, seul et unique responsable? Incontestablement, ne serait-ce que par exemple le problème des seuils. Voilà, vous passez de 10 à 11, vous passez de 49 à 50, vous passez de... Bon voilà, qui fait qu'évidemment, on voit qu'il y a beaucoup plus d'entreprises qui ont que 9 salariés ou 49 qu'en Allemagne ou en Angleterre, parce que cet effet de seuil, il est dramatique. Donc chacun sait que là, il y a quelque chose... Une décision des prud'hommes à Paris, c'est 2 ans.
Voilà. Est-ce que c'est acceptable qu'un salarié, un chef d'entreprise, attende 2 ans une décision des prud'hommes qui sera suivie dans 9 cas sur 10, enfin dans quelques cas, d'appel. Mais ça, Bon, et c'est ensuite, plutôt un problème de justice que de code du travail. bah non, c'est quand même aussi pour le code du travail, puisque je vous signale quand même que, notamment sur les plafonnements, il y a une partie du code du travail qui devait prévoir notamment On un va en parler, oui. plafonnement, et on en parlera dans quelques instants à Marseille, je crois que c'est 1 an et demi ou 2 ans. Bon, et c'est pas acceptable non plus, ni pour le salarié, pour le chef d'entreprise. Et les exemples sont très nombreux. Oui, il y a une rigidité du code du travail qui incontestablement pénalise les entreprises, mais pénalise aussi les salariés, puis qui ne sont pas embauchés. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on a ce taux de chômage qui est malheureusement qui est beaucoup plus important que ce qu'on a en Allemagne, dans les autres pays européens. Incontestablement, il semblerait que tout le monde, sauf peut-être Mme Pasquier, soit à peu près d'accord pour dire qu'il y a un code du travail français qui est un peu spécifique, sur lequel il faudrait qu'on travaille. On va lui demander tout de suite. Oui, justement. Alors, ce code du travail, vous allez nous dire sans doute, Mme Pasquier, Est-ce qu'il faut le réformer ? Il faut certainement apporter un certain nombre de réformes. J'en doute pas et je suis prête à les examiner s'il le faut. Enfin, je voudrais quand même rappeler, parce que si on ne le dit pas, on ne comprendrait pas ce que je pourrais dire après par la suite. C'est quand même aussi grâce au Code du travail, c'est parce que les salariés, mais aussi les employeurs, ont des garanties et un certain nombre de sécurisation que la France est la 5e puissance mondiale. Voilà. Donc, il y a certainement des réformes à amener, mais je pense que le Code du travail a son utilité et il faut être vigilant quant aux réformes qu'on pourrait y apporter. Franck Alizio ? Évidemment, pour répondre à la question courte et à la réponse courte, donc, évidemment qu'il y a bien sûr beaucoup de choses à faire évoluer, à assouplir. Maintenant, si votre question c'est est-ce que c'est le seul et unique problème par rapport à notre dynamisme économique et tout ça, la réponse est clairement non. Évidemment, c'est beaucoup plus vaste. Il y a d'autres débats, d'autres sujets comme la fiscalité, comme la manière de protéger également nos entreprises, de les accompagner à l'étranger. Donc il n'y a pas urgence à leur simplifier la vie, mais non, il y a urgence, comme tous les sujets, il y a urgence à agir pour faire redémarrer notre machine économique. Maintenant, est-ce qu'il faut faire une nuit du 4 août des droits sociaux et du droit du travail ? Non. Enfin, pour le coup, là, c'est subtil et il faut y aller avec doigté, sinon ça va être l'inverse de ce à quoi on va aboutir. Voilà, Lionel Canesi avait envie oui, de très réagir bien. là-dessus. Allez-y. Oui, moi, je crois que sur ces sujets, il faut qu'on soit très pragmatique, en fait. On n'est plus au temps de Zola et de Germinal. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on surréagit ou qu'on réagit à des problèmes qui arrivent sur des très grosses entreprises, quand il y a des fermetures de sites de façon sauvage, etc. Et on rajoute des couches supplémentaires au droit du travail qui le complexifient, mais qui ne concernent pas nos TPE-PME. Si on veut que nos TPE-PME embauchent et qu'on les libère, si j'osais être un peu provocateur, je dirais, mais il faudrait qu'on prenne le code du travail actuel et qu'on le jette dans le vieux port. Et qu'on réécrive quelque chose de beaucoup plus simple. Et qu'on fasse aussi confiance aux chefs d'entreprise des TPE-PME dans leur relation avec les salariés. Aujourd'hui, une entreprise de 10, 15, 20 salariés, il y a une relation presque paternaliste avec les salariés. C'est une équipe, c'est le capital humain de l'entreprise. Et aujourd'hui, on a vraiment ces blocages, mais qui viennent souvent d'une entreprise qui délocalise ou qui ferme, mais on veut rajouter des lois. Aujourd'hui, on ne sait plus quelles sont les vraies lois applicables en droit du travail. Il y a tellement on parlait de simplification. Aujourd'hui, vous faites une lettre de licenciement, vous déplacez la virgule de 3 syllabes, vous êtes retoqué sur licenciement. Enfin, on ne peut pas rester avec un système comme ça. C'est pas possible. Et ça devient un vrai frein à l'emploi. Aujourd'hui, le code du travail, malheureusement, c'est un frein à l'embauche et il va contre les salariés dans son application aujourd'hui, puisque les gens n'embauchent plus. Voilà ce que je voulais dire. Alors justement, on en arrive au cœur du problème dont on voulait débattre, c'est celui qui concerne le tissu d'entreprise de notre région, rappelons-le, composé de TPE et de PME. Un problème avec un salarié, une question prud'homale, ça peut tuer une entreprise de notre territoire, alors que quand on est sur les grosses sociétés, CAC 40 et autres, c'est bien rare qu'un prud'homme ait tué ces sociétés-là. Par contre, c'est vrai que dans une petite entreprise, ça peut être mortel. Par rapport à cela, la proposition qui consiste à dire donc on va plafonner ce risque prud'homal en quelque sorte, on va prévoir dès le départ les conditions peut-être de la rupture, c'est vraiment quelque chose qui aujourd'hui fait débat. Alors quelles sont vos positions ? Parce que là on est sur un sujet d'actualité brûlante, parce qu'on sait que les médias s'en saisissent sur cette problématique de ce plafonnement des indemnités prud'homales. On va peut-être commencer par Monsieur Tian, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que ça peut être une solution ?
Oui, bien sûr, c'est la solution à l'évidence. Je parlais du temps qu'il faut pour un prud'homme. Mais à la limite, c'est aussi un problème des syndicats français. Si on avait des syndicats plus réformistes en France, qui soient prêts à faire évoluer les choses, je ne vise pas un syndicat en particulier, mais chacun l'aura reconnu, on n'aurait pas cette situation de blocage où on dit finalement, on se retrouve dans cette situation, les syndicats ne veulent pas, on va passer en force avec les ordonnances. Voilà, on arrive au problème des ordonnances, parce que c'est vrai que finalement on se dit, pour éviter des semaines et des semaines de blocage, de manifestations, etc., au lieu de discuter comme on devrait discuter dans une démocratie sociale, comme on discute en Allemagne ou dans la plupart des pays, en France, on sait que ça va être encore une histoire de fou, alors que tous les Français, globalement, je regardais les chiffres, sont assez d'accord pour penser qu'il y a un certain nombre de mesures, que quand un chef d'entreprise, un salarié ne s'entendent pas, il faut qu'ils puissent se séparer assez facilement, qu'ils puissent savoir combien ça coûte, dans combien de temps la décision de justice sera rendue. Est-ce que la chambre sociale de la Cour de cassation ne va pas revenir 15 ans après sur une décision qui était prise par les prud'hommes de trucs et trucs. Voilà, c'est un problème d'instabilité dont les chefs d'entreprise, mais aussi le salarié fait les frais, qui doit être résolu en premier. Le problème des plafonnements est très simple. À ce moment-là, le prud'homme donne une décision. Est-ce que la raison du licenciement est réelle et sérieuse, ou est-ce qu'elle est abusive? Voilà, on a répondu par A ou par B, et ensuite, on sait combien ça va coûter, combien ça rapportera, combien le salarié pourra être indemnisé, mais on ne traînera plus des décisions de justice souvent contradictoires pendant des années et des années. Et en l'occurrence, le Code du travail, à part les avocats très de grande qualité qui sont là, c'est les seuls qui profitent de ce système. Donc je crois qu'il faut faire évoluer. Moi, pour répondre à la question, je ne crois pas aux ordonnances, parce que le débat doit se passer à l'Assemblée nationale et non pas devant l'Élysée, que le texte ne doit pas être fait par des conseillers de Bercy ou du ministère du Travail qui sont éloignés de tout. Je pense qu'il faut se faire au niveau des branches, au niveau des syndicats, et des syndicats qui acceptent aussi des avancées, parce que c'est bien pour tout le monde. Voilà, c'est pour ça que je réponds un peu aux questions des ordonnances. Mais le plafonnement, notamment, les conditions d'intégration dans une société, les conditions de séparation doivent être envisagées. Ça a déjà progressé ces dernières années. Voilà, un chef d'entreprise qui ne s'entend plus avec un de ses collaborateurs peuvent divorcer à l'amiable, chacun sait, avec le contrôle de l'inspection du travail. Et il n'y a pas eu d'effet d'aubaine. Il y a eu simplement des situations absurdes qui confinaient au harcèlement et à la mauvaise foi. On fait place à quelque chose de plus simple. Il faut aller jusqu'au bout du raisonnement. Et c'est pour ça que dans un premier temps, et je termine avec ça, sur la loi El Khomri, nous étions, nous les Républicains, plutôt assez d'accord, avant que le texte soit gauchisé avec la pénibilité et je ne sais pas quoi, et qu'il le rendait lisible. Mais au départ, c'était plutôt un bon sens. C'est au niveau de l'entreprise que doivent se résoudre ce type de problème. Et nous, on dit que c'est au niveau de la négociation avec les syndicats que ça doit se résoudre. Et cette loi, il faut qu'elle passe devant l'Assemblée, devant les parlementaires, qui sont les premiers à enrichir un texte, et non pas dans la rue, dans les manifestations. Juste une petite... Il y a 30 camions d'essence qui font la grève à Paris pour des raisons sans doute intéressantes. C'est tout Paris qui est bloqué. Alors imaginez que si le président commençait son quinquennat par une des grèves générales, des situations absurdes et insurrectionnelles, ça ne serait pas le bon système. Donc laissons les députés et les sénateurs faire le boulot. En principe, ils savent que les manifestations se passent chez eux, mais ils en tiennent compte aussi. La représentation nationale doit discuter, pas des fonctionnaires d'autorité et inexpérimentés. Merci. Alors Annie Lévy, votre point de vue sur ces questions? C'est une question importante. Je ne sais pas si je vais y répondre complètement, dans le sens où aujourd'hui, il y a, pour changer les choses, pour faire des réformes, il va falloir à la fois assouplir, mais continuer à encadrer le salarié, parce que sinon, on n'est plus la France. Donc, c'est cette difficulté qu'on va avoir à mener. Concernant les indemnités prud'homales, en effet, je crois qu'il y a une vraie question à ce niveau-là, et pour le vivre dans mon entourage, je sais à quel point ça peut être en effet un serpent qui se mord la queue. La question que je pose, c'est est-ce que ce n'est pas le rôle des juges, voilà, et donc de la justice de régler ce problème d'indemnité, ou est-ce qu'il faut au contraire l'imposer? L'imposer, il va falloir le faire avec les syndicats, parce que je ne vois pas comment on peut imposer quelque chose sans avoir les partenaires des entreprises. La gestion des prud'hommes, elle est déjà paritaire de toute façon. Voilà. Donc, à mon avis, puisque je reprends un peu les propos de M. Berger, qui est le président de la CFDT, secrétaire général, donc il dit bien que c'est une question qu'il va falloir aborder avec les syndicats. Donc, OK, voyons, mais si on peut simplifier, je pense que j'en serais favorable. Sur les ordonnances ? Sur les ordonnances, il y a 3 possibilités qui se présentent à notre nouveau président. Des ordonnances en plein mois de juillet-août, sans concertation,
soit il est vraiment génial et il va pouvoir, après les concertations qu'il va faire avec les syndicats, arriver à un consensus, ce que je lui souhaite. Alors là, je lui dirai chapeau, chapeau, on a des leçons à prendre, bravo. C'est ce qu'il faudra faire s'il veut passer cet été. Il y a une urgence. En effet, je pense que c'est des éléments qu'il va falloir vite mettre en place pour pouvoir avancer. Deuxième point, il prend le temps. C'est vrai que la France aime bien prendre le temps. On parlait de concertation. Je pense qu'il faut un aller-retour. Il ne faut pas spolier les salariés. Il ne faut pas spolier les représentants des salariés. C'est constitutionnel. En France, les salariés sont représentés par les élus, par leurs élus. Donc on ne peut pas spolier la Constitution. Aller trop vite, ça va amener à des vides juridiques et je ne souhaite pas au président actuel de se retrouver dans des impasses qui amèneront les gens dans la rue. Donc oui, prenons le temps de la concertation, faisons les choses. Si réellement ce pays a besoin de réformes, et je pense, si ce pays a besoin de croissance, et je le pense, si ce pays a besoin d'employés et de contrats, on arrivera à avoir un consensus. Mais on ne peut pas revenir, ce qui est constitutionnel, c'est la représentation des salariés par les élus. Et troisièmement, la seule possibilité, c'est que de discussion en discussion, dans 2 ans, on y est encore et on n'aura pas réformé, ce que je ne souhaite pas. Donc, entre la première et la deuxième solution, je préfère la deuxième solution parce que rien ne pourra se faire dans les réformes si on ne le fait pas en concertation. Merci. Merci. Alors, Madame Pasquier, vous êtes avec le Front de gauche hostile à ce plafonnement donc des indemnités prud'homales parce que vous dites aussi que ce sont des questions personnelles et que chaque situation est une situation différente et qu'il est difficile de la barrémiser. Tout à fait, c'est exactement ça. Je crois que dans cette, s'il doit y avoir une réforme concernant les indemnités prud'homales, je crois que il y a des choses à faire quant au fonctionnement des prud'hommes eux-mêmes. Et je pense que la volonté qui semble paraître de les sans peut-être les supprimer, mais sans les supprimer directement, mais en tout cas diminuer leur pouvoir d'intervention, est dangereuse, je pense, pour la démocratie. Je pense qu'il faut au contraire leur permettre de fonctionner à plein, et certainement beaucoup mieux que c'est le cas aujourd'hui, au détriment effectivement tout ce qu'on a dit, des liens entre des relations entre salariés et employeurs. Et donc il faut développer cette instance et lui donner les moyens de fonctionner correctement, pour le bien de tous. Voilà. Et sur le fonctionnement par ordonnance, qu'est-ce que vous en pensez ? Je vais vous dire, moi je m'y opposerai farouchement. Je trouve que c'est totalement antidémocratique. C'est quand même un petit peu dommage que le nouveau président commence sa mandature par une volonté de procéder par ordonnance. La réforme du Code du travail au printemps dernier a fait l'objet de forts mécontentements, de beaucoup de manifestations sur le fond, sur la question du Code du travail, mais aussi sur la méthode, sur la forme, avec l'utilisation à plusieurs reprises du 49.3. Voilà. Donc c'est aussi, ça veut dire qu'il y avait une volonté de forcer ce mécontentement. Et on parle de démocratie, de concertation. Moi, je me pose la question, quand on est amené à utiliser le 49.3, où elle a été la concertation ? Il y a des gens qui disent que les ordonnances, ça a permis aussi des avancées sociales, notamment sous d'autres régimes républicains après 45. C'est pas forcément un système. C'est pas forcément un système qui a été négatif. C'est pas tout à fait la même chose que le 49.3 quand même, les ordonnances. Je pense que le contexte que vous donnez, les deux périodes, que ce soit 45, 81 ou 2017, les contextes sont totalement différents. En 45, il y avait une convergence de points de vue pour créer la sécurité sociale, faire nationaliser un certain nombre d'entreprises, etc. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans ce cas de figure. Je pense que la volonté d'aller de fonctionner, de légiférer par ordonnance, c'est pour forcer un peu les choses. Et je pense que c'est dommageable à la démocratie. Alors, vous savez que je suis favorable
à revoir totalement la République et en créer une nouvelle. Je pense qu'une 6e République, et oui, effectivement. Et je pense que c'est la démonstration qu'on est arrivé au bout d'un système. Et je m'y opposerai parce que la réalité montre qu'il y a eu de fortes manifestations. Ça veut dire que le gouvernement, y compris, n'a pas écouté ce que la majorité des Français disaient. Ils étaient opposés à ce code du travail. Donc ça veut dire qu'on y revient. À la réforme, vous voulez dire? Oui, à la loi El Khomri, c'est ça en fait. Oui, à la réforme du code du travail. À la réforme du code du travail, c'est ce que je voulais dire. Je vais un peu vite. On peut penser peut-être que selon les résultats des élections législatives et de la majorité qui va en sortir, le président Macron va oublier son projet d'ordonnance. S'il a la majorité absolue, peut-être que ça sera différent. S'il a la majorité, ça, on verra. L'histoire va nous le dire, mais je crois qu'avant tout, la concertation doit se faire à plein. À partir du moment où les organisations syndicales vont être confrontées à un gouvernement qui fixe déjà un cadre rigide pour la concertation, ça va forcément poser des problèmes. Je pense que l'expérience du printemps 2016 doit faire réfléchir le futur gouvernement. Merci. Franck Alizio, sur cette question de la réforme du Code du travail. Alors, déjà, c'est intéressant de voir que tant sur la loi travail, puisque derrière la réforme du Code du travail, il y a aussi la loi travail, tant sur la réforme du travail que sur la loi travail que sur le CICE, on parle des enfants naturels d'Emmanuel Macron, puisque les deux l'inspirateur, c'est Emmanuel Macron dans les deux cas. Puisqu'En Marche n'est pas là, autant et sur les également aussi, parler d'eux. Tout à fait. Pour répondre à la question plus clairement, au début du propos, vous parliez de pragmatisme. Je pense qu'encore une fois, c'est la clé. Parce que, bien que de tempérament bonapartiste, je considère que l'idée des masses de granit, qui à l'époque c'était le code civil, mais sur le code du travail c'est la même chose, avec des codes qui s'imposent à tout le monde comme ça, c'est plus la bonne solution. Donc il faut trouver un moyen. Madame tout à l'heure parlait de... C'est vrai que c'est le juge, mais bon, le juge, si on ne l'aide pas un petit peu par la loi à bouger, eh bien il ne le fait pas. Et à un moment donné, il faut distinguer la grande entreprise sur laquelle le code du travail peut peut-être de manière un peu plus systématique s'appliquer parce qu'elle a les moyens, elle a les reins assez solides pour y répondre. Et de l'autre côté, le petit entrepreneur qui est juste quelque part un salarié parmi les salariés et qui lui verra sa boîte et donc ses salariés pâtir d'une décision trop dure, trop sévère. Donc à partir de là, évoluer là-dessus, bouger là-dessus, oui, de manière générale, on en parlait par rapport aux négociations, plutôt par branche que dans les entreprises pour pouvoir préserver aussi de tout dumping social parce qu'il ne faut pas aller non plus dans un excès inverse. De toute manière, ça ne passerait pas, mais essayer de trouver, de différencier, d'avoir un droit un petit peu qui s'éloigne de la méthode française de une seule loi et puis on l'applique à tout le monde et puis peu importe, et un peu plus d'équité passe par là. Et évidemment, dans cette perspective, les ordonnances, je suis d'accord avec Dominique, je suis d'accord avec vous tous, les ordonnances, ça s'y prête pas, c'est quand même extraordinaire. Dans ce pays, il y aurait toute une série de décisions à prendre par ordonnance, notamment sur les sujets régaliens, et on va prendre l'ordonnance sur un sujet qui ne s'y prête pas, parce que je pense qu'il fera plus de mal à la réforme qu'il veut imposer que de bien. Très bien, écoutez, on va conclure ce débat. Un mot donc de Lionel Canesi, peut-être puisque vous avez souhaité l'organiser en tant que président des experts comptables. Je voulais juste rebondir sur la problématique de la réforme dans ce pays, en fait, parce qu'on entend de concertation, on entend ordonnance. Moi, je pense, venant de la société civile, qu'un politique, donc un candidat par exemple aux présidentielles législatives, arrive avec un programme, comme dans une entreprise, en fait. On propose notre plan d'action à nos salariés. À partir du moment où il y a la majorité et tout le monde est d'accord, c'est appliqué par tous. Donc là, moi, je pensais que voilà, un programme a été voté par la majorité, derrière qu'il y ait de la concertation pour sa mise en place, mais à partir du moment où un président ou une majorité est élu sur un programme, on devrait le mettre en œuvre. Ou sinon, notre pays, malheureusement, sera jamais réformable, parce que tout le monde dira, oui, mais pour ce petit point, on n'a pas voté, donc on ne bouge pas. Et c'est le retour des intérêts particuliers. Et c'est ça aussi qui fait le mal de notre pays. Donc je crois qu'il faut qu'on retrouve tous le sens de l'intérêt général. Je crois que tout le monde connaît les grandes mesures à mettre en place pour que notre pays aille mieux et qu'on aille dans ce sens-là parce que je crois qu'il y a urgence pour que l'on réforme notre pays.
Merci mesdames, merci à messieurs, merci Michel Merci. Coirtou. Vous allez pouvoir bien sûr sur le site internet de M-Provence retrouver ce débat. Et en tout cas, nous serons certainement à l'écoute de ce qui se fera au moment des élections législatives et après pour voir comment ce Parlement nouveau va se mettre en place, en tout cas au niveau de l'Assemblée nationale, pour donc essayer de résoudre les problèmes économiques et sociaux dont nous avons parlé dans cette émission. Merci et à bientôt pour d'autres débats sur M-Provence.